Donc, le réseau, vous avez eu un bloc, ce matin un petit peu sur le midi, en après-midi, début d'après-midi, sur le transport maritime durable intelligent. C'était une introduction. Assurément, il y a d'autres thématiques. Et sur ce, ça va me faire plaisir de vous introduire au deuxième directeur thématique. La thématique, je vais être sûr de ne pas me tromper, c'était la surveillance, sûreté et sécurité maritime. Donc, Dany. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Alors, j'avais 5 minutes pour vous parler de la thématique, donc on va gagner du temps. Donc, thématique que j'ai eu le plaisir d'animer depuis le début du RQM jusqu'à ce que je devienne directeur et qui nous promet une belle brochette de présentateurs et de présentatrices. Et on va commencer dès maintenant en invitant Daniel Bourgault, mon collègue à l'ISMER. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il revient de sabbatique, donc ça me fait plaisir de le voir en chair et en os aujourd'hui. Attends, juste... OK, good. OK, parfait. Merci. OK, parfait. Merci, Dany. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, les prémices d'un tout nouveau projet de recherche qui vient de démarrer. C'est un projet de recherche qui est motivé par une collision qu'il y a eu entre le Yaguer-Haro et le quai du terminal de Grand-Anse à Port-Saguenay. Donc, ça, c'est arrivé le 30 septembre 2019. Et c'est lors d'une partant calme, procédure d'accostage habituelle du Yaguer-Haro en marche arrière. Et à un moment donné, on le voit ici, je fais des allers-retours, le navire a été déporté de façon incontrôlée vers le large, sur une distance d'environ une largeur ou deux de navire. Le courant qui l'a déporté était trop fort pour que le pilote puisse manœuvrer, donc ceci a compromis la manœuvre d'accostage. Ceci n'a pas causé un accident en soi. Par contre, le pilote a dû donc se repositionner. Donc, c'est refaire tout un petit chemin pour revenir, cette fois-ci, en marche arrière, toujours, mais en étant beaucoup plus proche du quai, s'attendant à ce qu'un courant puisse le déporter vers le large. Et là, ce qui s'est passé au tout dernier moment, c'est le contraire, c'est que le navire a été déporté contre le quai, contre lequel il a frappé violemment, suffisamment pour endommager la coque de façon importante jusqu'à percer un des réservoirs d'eau de ballast et occasionner des dégâts importants au quai aussi. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Vous pouvez remarquer que si la déportation avait eu lieu 1 minute ou 2 plus tôt, on aurait pu penser que le Yaguer-Haro aurait pu carrément s'échouer sur la batture qui est vraiment pas très loin. Donc, les gens de l'administration de pilotage des Laurentides, l'APL, ont enquêté sur l'accident pour en trouver les causes, puis sont arrivés à court d'explications. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'accident demeure, disons, inexpliqué. Les gens de l'APL nous ont contactés, étant donné notre expertise sur les courants du Saguenay. Après avoir discuté avec eux, analysé les traces de données GPS, on en est venu à émettre une hypothèse que l'accident aurait pu être causé par des vagues sous-marines. L'idée de vague est importante ici parce que le navire a été d'abord déporté vers le large dans un premier temps, puis 30 minutes après déporté contre la côte, ce qui suggère un mouvement oscillatoire. Donc, qu'est-ce que les vagues sous-marines? C'est de grandes vagues qui sont sous l'eau, qui se retrouvent à l'interface, qui séparent les eaux saumâtres, qui caractérisent le premier 2 à 10 mètres du Saguenay. Ça, l'épaisseur de la couche de surface varie au gré des saisons, au gré de la marée. Et cette eau-là, saumâtre, flotte littéralement sur une eau beaucoup plus dense, une eau d'origine marine. Cette interface peut donc supporter de très grandes vagues qu'on appelle des vagues sous-marines ou, dans notre jargon, qu'on va appeler aussi des ondes internes. Donc ça, c'est une représentation artistique qui est assez représentative par rapport à la taille du navire. Je vais vous montrer un exemple de vraie observation de terrain prise dans le Saguenay. Donc ici, par-dessus, pour passer à l'autre. Donc, voici une réelle observation d'une de ces vagues sous-marines. C'est obtenu par échographie, qu'on obtient avec un bateau des échosondeurs. C'est exactement le même principe que les échographies qu'on fait sur le corps humain, par exemple. Ça nous permet d'avoir une visualisation de la colonne d'eau, d'une tranche d'eau. Donc, sur la verticale, vous avez la profondeur. Il y a une trentaine de mètres qui est représentée ici sur un milieu qui était beaucoup plus profond où on était. Sur l'horizontale, vous avez 130 mètres ici de longueur. Donc, ces vagues sous-marines se propagent. Bon, on peut interpréter cette imagerie en voyant une couche de surface saumâtre à peu près les 3-4 premiers mètres, puis on voit bien l'interface qui sépare les eaux salées plus profondes. Et c'est donc cette interface qui supporte ce type de grande vague sous-marine.
Fait remarquer, ces vagues sous-marines ne sont pas sinusoïdales, c'est plutôt une forme de cloche inversée. Donc, ça, c'est une particularité de ce type d'onde-là. Je n'irai pas dans les détails pour ça, mais c'est vraiment donc une de ces types d'ondes-là. Si on met en perspective le Niagara sur Saint-Argent pour mettre un peu les ordres de grandeur de à quel type de vagues on fait affaire, ces vagues sont au moins environ 2 fois plus larges qu'un navire comme le Niagara. Puis l'amplitude de déplacement, c'est de l'ordre d'une dizaine de mètres de déplacement vertical. Le Niagara fait une dizaine de mètres aussi de tirant d'eau. Donc le volume d'eau déplacé par de telles vagues est très grand, plus grand qu'un navire comme le Niagara. Ce type de vague, dans ce cas-ci, se déplace de la droite vers la gauche et il y a des courants associés à la vague dans la partie supérieure, au-dessus de l'interface. Il y a des courants qui sont importants, qui sont de l'ordre de 1 nœud pour chacune de ces vagues sous-marines. Donc, on peut penser que le navire Niagara a pu recevoir sur le côté cette masse à 1 nœud environ. Ces vagues sous-marines, j'ai montré un exemple d'une seule de ces vagues pour bien l'illustrer, mais en réalité, c'est toujours des trains de vagues sous-marines ou des trains d'ondes qui sont composés de 10, 12 vagues successives. Une caractéristique importante, c'est que ces vagues, bien qu'elles sont sous-marines, elles induisent quand même de légères modifications de la surface. Essentiellement, sur le devant de la vague, il va y avoir du petit clapotis. Ce petit clapotis nous permet de pouvoir voir ces vagues sous-marines soit par caméra sur la côte ou par drone, par imagerie satellitaire. Donc, voici un exemple ici. Si vous voyez ce type d'organisation en bande d'eau, petit clapotis, bande lisse, clapotis, bande lisse, ça peut être une indication, ça peut trahir la présence de ces vagues sous-marines. On a notre petit bateau de recherche ici, là, de l'IML, qui fait 8 mètres pour une idée de la longueur, pour mettre en perspective ce qu'on voit à l'écran. Ces vagues sous-marines se propagent beaucoup plus lentement que des vagues de surface, environ 4 fois plus lentement, mais elles ont quand même une assez bonne vitesse de propagation, du moins assez pour affecter la manœuvre lors d'une manœuvre d'accostage. Ce que je vous montre ici, c'est un modèle réduit en laboratoire d'une de ces vagues pour illustrer le principe, mais c'est un modèle réduit qui se veut réaliste, qui est à l'échelle par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le Saguenay. Ce que vous voyez en couche de surface en rosé, c'est 1 cm d'eau douce qui flotte par-dessus 10 cm d'eau salée dans ce cas-ci. On peut penser qu'à la gauche, c'est le quai de Grand-Anse, donc un mur, puis sur la droite, on a rempli avec un peu plus de fluide d'eau de surface. En enlevant la porte, le volume carré initial va évoluer en une de ces zones sous-marines en forme de cloche inversée. Donc, on la voit ici se propager. Remarquez comment l'amplitude est grande par rapport à la couche de surface. L'onde va réfléchir sur le quai, puis repartir dans l'autre direction. Donc, ici, on n'en a qu'une seule et on peut penser déjà l'idée que le navire a pu être déporté selon à quel moment il était par rapport à la vague ou les vagues, à être déporté d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'une canne de spam fait partie ici de cette présentation? En fait, après plusieurs recherches, c'est le meilleur objet qu'on a trouvé pour se faire un modèle réduit de notre Niagara qu'on a rempli de minerais. On l'a rempli de sorte que les échelles soient respectées. Là aussi, ces expériences de laboratoire, on s'entend, c'est essentiellement pour illustrer de la vulgarisation. On ne fait pas de recherche formelle de laboratoire. N'empêche que les échelles sont respectées plus ou moins dans ce que vous allez voir à l'instant. De sorte que donc le minerai, les petits cailloux que j'ai mis dans le modèle réduit, donne un tirant d'eau au navire qui est somme toute comparable à ce qu'on peut trouver dans le Saguenay, c'est-à-dire que le tirant d'eau est de l'ordre de 1 à 2 fois, environ 2 à 3 fois l'épaisseur de la couche de surface. Et la vague sous-marine, vous l'avez vu un peu avant, proportionnellement au navire, par rapport à ce qu'on a vu un peu plus tôt, les échelles sont à peu près respectées. Donc, vous allez voir l'effet d'une de ces vagues sous-marines sur le déplacement d'un navire comme le Niagara, toute proportion gardée à échelle réduite. Donc, le navire est déporté sur au moins 2 de ses largeurs. La vague réfléchit. Le navire est reporté à sa position initiale. Remarquez aussi comment, selon l'incidence de la vague par rapport à la position exacte du bateau, le navire peut changer de direction et donc ces vagues sous-marines peuvent affecter la manœuvrabilité de cargo comme ça. Donc ça, c'était plus l'aspect, disons, vulgarisation puis illustrer le principe. Maintenant, on fait de vraies recherches à l'aide de modèles numériques, donc de code informatique qui résout les équations de la mécanique des fluides non linéaires, non hydrostatiques appliquées à l'océan. Et donc, ce que vous allez voir, c'est une de ces simulations. La couche de surface en verdâtre, c'est de l'eau saumâtre. Donc, vous avez l'échelle, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube.
De l'eau douce, c'est 1000 kg par mètre cube. On est à 1006, donc c'est de l'eau très légèrement salée, puis en dessous duquel il y a de l'eau d'origine océanique très salée. Ce que vous allez voir, le navire, l'espèce d'objet qui est là, a les bonnes dimensions du Yaguararo sur sa largeur. Par contre, c'est un objet dans ces simulations qui sont préliminaires qui est sans masse. Donc, c'est tout simplement un objet flottant qui se laisse dériver au gré des courants de l'onde. Et il n'y a pas de rétroaction entre le navire et la vague sous-marine que vous allez voir dans un instant. Donc, on a des façons de générer cette vague. Voici donc l'impact d'une seule de ces vagues qui se propage, qui va frapper le quai, réfléchir, créer de la turbulence, réfléchir et repositionner le navire plus ou moins à sa position initiale. Maintenant, le modèle numérique a l'avantage de pouvoir examiner toute une gamme de paramètres. Je vous montre une deuxième simulation ici qui, avec le modèle numérique, on peut plus aisément étudier l'impact d'un ensemble de ces vagues. Donc, voici ici 4 de ces vagues sous-marines, l'une après l'autre. Donc, très complexe au niveau de l'interaction au niveau du quai. Le navire est déporté un peu à droite, à gauche, pour éventuellement, plus ou moins, revenir à sa position initiale. Donc, ça, c'est l'aspect volet numérique. Maintenant, j'ai fini. Ça, c'est jaune. OK, bien, on fait des observations de terrain. On prend des mesures de caméra, des sondes au quai. On va aller en mer aussi. La finalité de tout ça, c'est de mettre toutes les informations dans des simulateurs CASIM qui est utilisé par l'APL pour la formation des pilotes. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Et c'est vraiment très chouette d'entendre parler des ondes. On va en entendre parler aussi tout à l'heure dans d'autres présentations. Là, j'inviterai Fanny Noisette. Où es-tu, Fanny? Tu es là? Oui, c'est à ton tour. Qui va nous parler, donc, et aussi ma collègue Alice Maire, professeure en biologie marine, de venir nous parler du réseau Méopar. Voilà, un réseau avec lequel le RQM a fait de belles choses, de beaux partenariats. Bonjour tout le monde. Alors moi je pensais que j'allais avoir un peu plus de temps, Dani, vu que tu ne présentais pas, mais finalement j'ai que 5 minutes apparemment. Donc, comment ça bouge ça? C'est bon, c'est bon. Comment ça bouge? C'est sur le gros bouton vert? Verte, super, merci. Donc effectivement je vais vous parler de Méopar, qui est un réseau en observation, prédiction et réponse en environnement marin. Alors, qui c'est Méopar? Méopar fait partie des réseaux de centres d'excellence qui, depuis une décennie, en fait, ont mis en relation des chercheurs et des chercheuses en sciences de la mer à travers le pays. Donc, on est vraiment sur un réseau qui est pan-canadien et qui regroupe aussi beaucoup de personnel hautement qualifié, des partenaires des secteurs publics et privés, et des communautés autochtones et non autochtones. Donc, on n'est pas si loin, en fait, de la philosophie du RQM, mais là, on est vraiment à un niveau canadien. Les objectifs principaux de Méopar, c'est de soutenir la recherche et le développement de la recherche interdisciplinaire dans les instituts postsecondaires, donc les universités, de développer la prochaine génération d'experts dans le domaine des sciences de la mer en amenant le plus de diversité possible, et puis de mobiliser les connaissances scientifiques, les technologies et les personnes en fait, qui sont intéressées en sciences de la mer via un engagement intersectoriel. Alors, comme vous le voyez ici, Méopar, c'est 31 universités qui sont... Il y a un pointeur aussi, hein, normalement. Ouais. Qui sont donc à travers tout le pays. Et dans le deuxième cycle de Méopar, entre 2017 et 2022, il y a eu 83 projets de recherche qui ont été financés par ce réseau-là. On met beaucoup d'emphase sur la formation du personnel hautement qualifié. Vous voyez qu'on a quand même... Hop, on revient en arrière. On a quand même plus de 800 personnels hautement qualifiés qui ont été formés à ce jour à travers les différentes formations dispensées ou soutenues par Méopar. Et on a beaucoup de partenaires qui sont ici visualisés en bas de l'écran. Point sur lequel j'insiste un peu, c'est toute l'expertise qui a été développée par Méopar dans les communautés de pratique. Vous avez vu Isabelle ce matin qui était intervenue. Donc ça fait 10 ans que Méopar soutient et développe des communautés de pratique dans divers domaines qui ont certainement des accroches avec les communautés pratiques du RQM qui sont en développement.
Alors, d'où vient la pertinence en fait de Méopar? En 2013, il y a le Conseil des académies canadiennes qui a mis en évidence que dans les sciences de la mer, on avait 3 manques principaux qui étaient un manque de vision, un manque de coordination et un manque d'information. Et donc, depuis 2012, Méopar s'attache vraiment à combler un de ces manques-là, qui est le manque de coordination, avec pour mot-clé de rassembler, de soutenir, de mobiliser et d'essayer de coordonner à l'échelle canadienne. C'est ça l'enjeu, les différentes forces qu'on a en sciences de la mer. Donc, gros enjeu parce qu'on n'est pas sur les mêmes provinces, on n'est pas sur les mêmes types de gouvernance, on n'est pas sur les mêmes politiques provinciales. Donc, vraiment, c'est l'idée de ce réseau-là de rassembler. Alors, Méopar, je vous l'ai dit, c'était financé par les réseaux de centres d'excellence. Vous le savez peut-être, les réseaux de centres d'excellence ne sont plus financés. C'est un programme qui est terminé. Et donc, Méopar est en cours de se terminer aussi. Puis, on a voulu rebondir, se repartir. Et puis, c'est pour ça que je vous ai mis un Méopar 2.0. On a soumis une demande de financement au Fonds stratégique des sciences à l'automne dernier. On est censé avoir la réponse avant la fin juin. On attend toujours, on se croise très très fort les doigts. Et avec ce Méopar 2.0, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller combler un petit peu les manques qu'il y avait dans les 2 autres domaines, non plus juste que la coordination, mais essayer d'emmener une vision à l'échelle pan-canadienne aussi et de soutenir la collecte d'informations. Donc, vous le voyez ici, c'est l'approche qu'on a développée pour ce document qu'on a soumis au Fonds stratégique des sciences. On veut une approche coordonnée entre divers organismes, secteurs et régions, donc être plus large et peut-être moins se concentrer aussi sur l'académique. Pour les personnes qui sont liées à l'océan, donc ouvrir encore plus l'interdisciplinarité pour avoir non plus pas que des océanographes principalement, mais aussi des gens en sciences sociales, en humanité. Et puis se concentrer sur la résilience des communautés côtières en travaillant et en améliorant la science par pour avec les communautés non autochtones et autochtones. Donc voilà ce qu'on cherche à faire, développer une vision, comme je vous l'ai dit, combler des lacunes aussi qui existent en termes de financement et d'opportunités dans le paysage des sciences océaniques canadiennes, et puis toujours continuer à soutenir la collaboration, mais sur un plan vraiment national en sciences de la mer. Et c'est là qu'on a beaucoup d'atomes crochus et de maillage à faire avec le RQM, parce que Méopar, c'est pan-canadien, c'est majoritairement anglophone. La communauté francophone est encore assez restreinte, mais on travaille fort à l'étendre. J'ai encore 2 minutes? Ok, je vais y aller vite. Alors, juste pour vous présenter, si on a ce fameux SSF, on a 2 secteurs d'impact où on veut vraiment pousser les sciences marines, faire progresser les capacités scientifiques et élargir l'accès aux connaissances avec de la recherche qui est orientée sur les priorités gouvernementales, pour développer des nouvelles structures de collaboration, l'innovation ouverte, les living labs, les communautés de pratique, c'est quelque chose dans lequel on veut mettre beaucoup d'efforts. Et puis, le deuxième volet, c'est le secteur d'impact où on va vraiment pousser tout ce qui est coordination des expertises et des infrastructures canadiennes en matière de recherche et d'innovation en sciences de la mer. Donc là, aller vraiment sur améliorer cette coordination des infrastructures, y compris l'accès aux flottes de recherche, puisqu'on a de moins en moins de bateaux. Donc on veut vraiment essayer de mettre tous les acteurs qui travaillent sur le domaine des navires de recherche à la même table. Soutenir une communauté diversifiée d'experts et d'expertes en essayant vraiment d'inclure de plus en plus toutes les minorités visibles et invisibles, et puis développer des nouveaux types de parcours professionnels pour avoir des experts en sciences de la mer, des experts et des expertes avec une expertise beaucoup plus intersectorielle et beaucoup mieux maillée aussi avec les secteurs privés et publics. Ça, c'est un peu on va dire le résumé graphique des différentes initiatives qu'on veut promouvoir si on a ce fameux financement. Et puis, si vous avez des questions, c'était très rapide, mais il y a plein de choses à vous dire. N'hésitez pas à aller voir Isabelle ou moi-même. On est disponible, on se fera un plaisir de vous parler de Méopar. Merci beaucoup. C'est vraiment très important. Puis j'ajouterais qu'il y a donc un autre réseau qui veut aussi faire du dialogue, du maillage, du partenariat pour les mêmes enjeux
à la base. Donc, il n'y a plus vraiment de raison de ne plus faire ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui. Les outils sont là et je vous invite à les utiliser. Ce sont des réseaux qu'il faut mobiliser. Donc, allez-y. Attendez pas qu'on aille toujours vers les gens. Voilà. Donc, alors sur ce, nous allons entamer la dernière portion de cette thématique et je vais inviter Robin Bénard, adjoint exécutif au SEGRIM, à venir présenter cet organisme important. Merci, Robin. Bon. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Robin Bénard, je suis adjoint exécutif et conseiller à la coordination de l'acquisition des connaissances écosystémiques au SEGRIM. Le SEGRIM est le Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes, qui est donc un centre qui a été créé par le gouvernement du Québec en 2017. C'est un centre qui est sous la gouverne du ministère de la Sécurité publique. Je suis moi-même au ministère de la Sécurité publique. Et la mission est d'assurer un rôle d'expert-conseil afin d'améliorer la gestion des risques liés aux incidents maritimes au Québec en se dotant des meilleures pratiques avec les partenaires. Donc, c'est bien large. Je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est ce qu'on appelle la bébite SEGRIM, donc qui est vraiment un regroupement de 6 ministères. Donc, j'ai déjà dit, il y a le ministère de la Sécurité publique qui coordonne les activités du centre. Il y a aussi le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP, le ministère du Transport, de la Mobilité durable, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, le centre regroupe 23 employés qui agissent en gestion matricielle. Donc, chaque employé est rattaché à un ministère, mais œuvre au sein de la grande mission du SEGRIM, qui est donc d'acquérir de l'expertise en termes de gestion des risques d'incidents maritimes. Il y a un comité des directeurs donc, qui chapeaute tous ces employés-là qui sont les gestionnaires matriciels dans chacun des ministères. Puis il y a aussi ce qu'on appelle un comité interministériel de coordination maritime qui est en fait composé des sous-ministres adjoints associés là, des ministères. Donc annuellement, ils se rencontrent quelques fois par année, définissent les grandes orientations, s'assurent qu'on répond adéquatement à la mission du centre qui est là, je ne le répéterai pas à chaque fois, quelle est la mission du centre. C'est un peu long et répétitif si je le fais. Et donc, un des rôles, bien, c'est on est aussi en relation avec les intervenants gouvernementaux liés à la gestion des urgences maritimes. Ça implique par exemple, urgences environnement du ministère de l'Environnement, mais ça implique aussi les intervenants fédéraux qui agissent lorsqu'il y a des incidents maritimes. Puis finalement, bien, on est en relation très étroite avec un réseau d'experts du domaine maritime, d'où notre présence aujourd'hui. Il y a moi, mais il y a plusieurs de mes collègues qui portent ou non là, des vêtements SEGRIM. Vous comprendrez qu'il fait un peu chaud. Je suis sur la scène, je la porte. Tout à l'heure, je ne la porterai plus. Donc, essayez de retenir le visage si vous voulez venir me parler. Une des particularités, c'est que le bureau central est aux îles de la Madeleine. Donc, on a environ la moitié de l'équipe qui est aux îles, l'autre moitié qui est basée principalement à Québec, ainsi qu'une conseillère aux urgences qui est basée à Sept-Îles. Donc, l'équipe est vraiment divisée en 2 parties. Il y a une équipe de conseillers aux urgences maritimes dont le rôle est de préparer les ministères, préparer les différents acteurs gouvernementaux, la communauté en cas d'incident maritime. Puis, il y a une autre grosse partie qui est dédiée plus à l'acquisition des connaissances écosystémiques, donc principalement l'équipe de la faune et de l'environnement. Là, je vais clairement buster le 5 minutes parce que je parle beaucoup trop. Le territoire maritime et le territoire couvert par le SEGRIM, c'est le système Saint-Laurent. Donc, il y a 232 organisations municipales, 13 communautés autochtones, mais c'est aussi le nord du Québec. Donc, c'est les 5 communautés cris, les 14 villages inuits. Donc, on peut faire des projets d'acquisition de connaissances, des projets de soutien à la préparation de ces communautés-là en collaboration avec des acteurs fédéraux lorsque c'est nécessaire. Puis, on peut faire de l'acquisition, donc vraiment sur les connaissances sur tout ce territoire-là. Les actions s'inscrivent dans les 4 dimensions de la sécurité civile qui sont donc la préparation, la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement.
Concrètement, l'équipe du SEGRIM, on valorise l'acquisition et le transfert des connaissances. Donc, on ne veut pas refaire le monde. On veut savoir quelles sont les données qui sont pertinentes, qui sont déjà détenues par des organisations, par des ministères, s'assurer qu'on puisse les valoriser adéquatement, les transférer vers les bons utilisateurs lorsqu'il arrive un incident maritime ou en préparation à un incident maritime. On contribue à améliorer le niveau de préparation des communautés, mais aussi du gouvernement du Québec, donc s'assurer que le gouvernement est prêt à fournir des avis sur les sensibilités en cas d'incident. Puis, donc, on favorise la concertation, le partenariat. Donc, on essaie vraiment d'agir comme un agent de liaison avec les différents partenaires pour faire différents projets de recherche ou tenir des ateliers, par exemple, de sensibilisation avec des communautés. Et c'est ma dernière diapo. Donc, présentement, le SEGRIM met en œuvre un plan d'action 2021-2025 qui se divise en 3 axes qui donc sont un peu ce que j'ai mentionné, l'acquisition et le transfert de connaissances, les liaisons stratégiques, la préparation des communautés. Par exemple, je vais vous quitter là-dessus, mais en termes d'acquisition de connaissances, on a des projets de cartographie d'herbiers sur le Saint-Laurent où on va essayer de mettre à jour un état de référence pour savoir à quoi retourner s'il arrivait un incident. On va faire des liaisons stratégiques opérationnelles, mais on va faire, par exemple, dans le niveau de préparation des communautés, des ateliers de sensibilisation avec des communautés et de la cartographie participative. Je vous laisse sur ces mots-clés. Si vous avez plus de questions, venez me voir, un de mes collègues, et contactez-nous. Merci. Merci. On va enchaîner avec une présentation plus scientifique par le chercheur Marc Simard de la NASA. À toi, Marc. Bon, je vais essayer de comprendre la technologie, mais je suis Marc Simard, chercheur au Jet Propulsion Laboratory, c'est en Pasadena, en Californie. Je suis ici pour développer un peu mon réseau scientifique et d'applications au Québec. Ça fait longtemps que je suis parti, donc je ne connais pas grand monde. D'ailleurs, je regarde souvent la météo, il n'y a jamais le Canada sur les cartes. Les tempêtes de neige arrêtent à New York. C'est vraiment intéressant la vision qu'on a du Canada là-bas. Donc, le satellite SWOT, Surface Water and Ocean Topography, comme son nom l'indique, c'est pour mesurer la topographie de surface des océans, des rivières, des lacs, partout dans le monde, plusieurs fois à chaque 21 jours. Okay? Donc, ce n'est pas un satellite nécessairement qu'on peut utiliser pour les données en temps réel, mais c'est un satellite qui permet d'avoir des données partout, tout le temps, avec des intervalles qui sont plutôt chaque semaine, disons, à peu près. Donc, le satellite SWOT a été lancé dernièrement, au mois de décembre, à partir de la Californie. Donc, je suis allé au lancement, c'était super. C'est un satellite sur lequel je travaille depuis 2001. Donc, finalement, il a été lancé. Je travaille sur un autre satellite en ce moment qui va être lancé en 2045. Donc, je le verrai peut-être pas celui-là, je ne sais pas. OK, donc je travaille beaucoup avec Environnement Canada, avec le chercheur Pascal Matt en particulier. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah non. Okay. Comment on fait pour avancer? Hein? Pour avancer? Le vert. Ah, bon. Il y a un bouton, puis je l'ai manqué. OK, donc, les données de SWOT ressemblent à celles-ci. Sur la droite, c'est ce qu'on a en ce moment, qui sont faits avec des altimètres et des modèles. Donc, des altimètres, en général, ça fait une ligne, c'est un profil avec des points ici et là. Puis, on fait l'interpolation entre les points pour faire une topographie. Mais SWOT, lui, va permettre de faire de l'imagerie de l'élévation, comme on le voit sur l'image du centre. Donc, ça, c'est une des premières images qu'on a prises. En ce moment, tout est en phase de calibration. Donc, les données vont être disponibles à partir de l'automne, gratuitement pour tout le monde, peu importe où vous êtes sur la planète. Dans mes recherches, on travaille sur les estuaires et les deltas partout dans le monde. On a en particulier mis l'emphase sur 48 deltas et 3 estuaires pour lesquels on a implémenté des modèles hydrodynamiques numériques.
dont un sur le Saint-Laurent. Il n'est pas parfait. Vous avez de bien meilleurs modèles pour la navigation. Ceux d'Environnement Canada sont fantastiques. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a implémenté un modèle numérique ici. C'est pour qu'on puisse comparer nos modèles, voir si notre méthodologie fonctionne pour pouvoir un jour l'appliquer sur d'autres deltas et estuaires dans le monde. Okay? Donc, on peut comparer nos modèles aux vôtres et on peut aussi faire la calibration, la validation et de la simulation des observations SWOT. SWOT est en ce moment dans une orbite qu'on dit de calibration et validation. L'orbite se répète chaque jour. À partir au mois d'août, on va entrer dans une orbite qu'on appelle scientifique, qui, elle, se répète à chaque 21 jours. La couverture sera complètement différente. Mais ce que vous remarquez sur cette carte, qui représente l'orbite d'un jour, l'orbite de calibration-validation, elle passe en plein au-dessus de l'estuaire. Et encore plus important, elle passe au-dessus du Saguenay, presque au-dessus d'Arvida, parce que c'est de là que je viens. Non. Mais ça aurait été important, mais bon, la prochaine fois. Donc, on en a profité, vu la localisation, c'est un hasard complètement que ça tombe sur le Saint-Laurent et le Saguenay. Donc, on en a profité pour installer plein de capteurs avec la participation de l'ISMER et aussi de l'Université Laval et bien sûr Environnement Canada, qui ont posé la plupart d'ailleurs de ces instruments. Ces instruments incluent des capteurs GNSS et aussi des capteurs de pression pour mesurer la hauteur de surface de l'eau, les changements à chaque 15 minutes. Et on a aussi, avec l'Université de Rimouski, des installations de radar HF qu'on va pouvoir utiliser pour comparer la phénologie du signal SWOT avec le satellite même, puis disons les conditions de surface. Voici la couverture du Saint-Laurent pendant l'orbite 21 jours. Elle sera couverte, l'estuaire sera couvert 5 fois par 21 jours, mais une de ces orbites est un peu déplacée. Donc, à chaque point, il y aura une répétition de 4 passes par 21 jours. Et encore une fois, c'est des cartes, ce n'est pas juste des points, c'est une carte complète de la topographie du Saint-Laurent. Donc, les modèles numériques, en ce moment, ne sont pas capables de reproduire tout ce qu'on verra avec SWOT pour l'instant. Voici nos équipes en train de placer des instruments. On a, avec l'Université de Rimouski, Cédric Chavannes, qui a installé des radars HF, les GNSS. On dirait un groupe rock en haut, c'est intéressant. Je ne sais pas si je l'ai mis sur mon Instagram, mais je devrais peut-être. Ce qui m'a impressionné, malgré que je vienne d'ici, il y a des choses que je n'ai jamais réalisées. On réalise toujours ce qu'on avait une fois qu'on l'a perdu. Et j'ai vu, là, à l'île Verte, avec des marées de 4-5 mètres, les bateaux sont complètement couchés sur le sol quand la marée est basse. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais sur ce bateau, puis soudainement, il est dans la terre. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et à cause de ça, bon, j'ai commandé quelques images supplémentaires de satellites Tandemix, qui est allemand, et aussi ASSAT-2, qui est un leader, pour essayer de mesurer les topographies. En fait, dans ce cas-ci, c'est pratiquement une bathymétrie. Donc, pour regarder si on peut détecter l'érosion et les dépositions de sédiments dans ces zones-là. Donc, je suis intéressé de voir qu'est-ce qui se passe dans cette région. Ça me donnera aussi une occasion de revenir. Donc, au mois d'août, on a prévu des vols LIDAR et aussi AirSWOT. LIDAR, bon, ça devait être en ce moment, mais il n'y a aucune compagnie qui a appliqué à l'appel d'offres du gouvernement. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là, mais j'espère, s'il y a des compagnies LIDAR dans ce coin-là, s'il vous plaît, appliquez. Il y a de l'argent à faire là, je ne sais pas. Donc, AirSWOT, par contre, est gratuit. Donc, c'est grâce au peuple américain qui vous envoie le AirSWOT, qui sera utilisé pour faire la calvale et aussi la comparaison, la compréhension de la phénologie du satellite SWOT. Donc, c'est un simulateur du satellite SWOT. Le Saint-Laurent, vous le connaissez, je ne vous en parlerai pas trop, vous le savez plus que moi. Et il y a aussi le fjord du Saguenay qui aussi propose des défis plus grands à cause des parois rocheuses. Je ne sais pas comment le satellite réagira par rapport à ces parois. Il y aura peut-être des problèmes de signaux, donc je vais utiliser ce site pour comprendre ces phénomènes avec les parois. Donc, c'est les plans pour le survol
du LIDAR. De la même façon, on fera aussi les vols Air SWAT. Donc, je vais vous parler un peu plus de Air SWAT. Je ne sais pas combien il me reste de temps. 2 minutes 4. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec 3 de ces instruments aéroportés, UAVSAR, Air SWAT, ABRIS-NG. UAVSAR est déjà venu dans la parc des Laurentides pour faire la cartographie des forêts en 3 dimensions. Maintenant, c'est le tour d'Air SWAT de venir au mois d'août. Je dois déterminer aujourd'hui, d'ailleurs, la date. Si jamais il y a des campagnes qui se passent au mois d'août, s'il vous plaît, vous me le dites, on pourrait peut-être coordonner un peu les vols d'Air SWAT, comme ça on serait en même temps, ou si ça peut vous aider, ça nous aiderait aussi. Donc, Air SWAT pourra mesurer la hauteur de la surface de l'eau, dépendamment de combien de moyen-âge on fait spatialement, au niveau d'à peu près 1 cm d'élévation. Avec ça, on pourra déterminer les pentes qui sont très importantes pour la décharge à des niveaux d'à peu près 1 cm par kilomètre. Donc, pensez à votre ami de l'autre côté, là, je ne sais pas, c'est peut-être plus qu'1 kilomètre là-bas, j'ai pas trop les distances d'ici, c'est grand. Mais pensez 1 kilomètre plus loin, on est capable de détecter 1 cm de dénivellation. C'est incroyable, tout ce qu'on peut détecter avec ce genre d'instrument. On l'a déjà testé dans la rivière du Mississippi, ça fonctionne très bien. Donc, Air SWAT est un radar enfauché d'environ 3 km. Donc, il regarde à droite et fait comme SWAT une image. SWAT, par contre, lui, a des fauchés de chaque côté. Donc, il circule et à gauche et à droite fait des cartes de la topographie sur des fauchés, une fauchée totale de 120 km. Donc, c'est gigantesque. Voici les vols Air SWAT qui sont planifiés. Donc, c'est à partir de Québec presque jusqu'à Rimouski et bien sûr le Saguenay, qui seront couverts plusieurs fois et pour aussi échantillonner différentes parties de la marée montante et descendante, regarder les pentes, comment ça change la phénologie et comparer avec SWAT. Donc, nous sommes à la recherche... 0 minute. Nous sommes à la recherche de partenaires, ceux qui seraient intéressés à connaître SWAT, comment utiliser les données et tout. C'est possible. Vous avez juste à vous enregistrer ici, surtout dans les SWAT Adopt. Un des liens qui est là, ou alors vous me contactez pour être inscrit dans les Early Adopters. Donc, c'est pour apprendre à comment utiliser les données SWAT et qu'est-ce que vous pourriez en faire. Et encore une fois, tout est gratuit, tout est là. C'est pour être utilisé. Donc, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Merci. On va quand même se permettre d'ouvrir pour une question. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. On vient de mettre 2 bouées de vagues dans la région de Calval. Je te montrerai les positions. Puis on se parle pour la date. Ouais. Excellent. Merci. Merci, Marc. Dernière présentatrice de la session, Valérie Bélanger, qui va nous présenter Axelis. À toi. Alors, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de me donner la possibilité de faire une petite capsule informative en 5 minutes, et ça ne sera pas scientifique. Alors, mon objectif, c'est vous susciter votre curiosité pour venir me poser des questions lors du 5 à 7 à mon kiosque. Alors, Axelis, la petite manette, le bouton vert, pour changer. Qu'est-ce que Axelis, en fait? C'est la nouvelle société de valorisation de la recherche publique au Québec. Sa mission est très claire, contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le transfert des innovations à haut potentiel. On dit prospérité économique et sociale parce que, initialement, c'était beaucoup la valorisation de la recherche s'ancrait beaucoup dans la valorisation technologique. Il y a le nouveau chapitre au niveau des innovations sociétales qui a été ajouté également. Alors, organisme à but non lucratif, financé en grande partie par le MEIE, comme plusieurs autres organismes. Nous sommes partout au Québec sur le territoire. Il y a des directions régionales. Moi, je suis la directrice régionale pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, pour l'ensemble des établissements de recherche, qui sont, oui, l'UQAR, mais également tous les autres CCTT, les centres de recherche publique, au niveau collégial également. Ensuite, il y a 2 équipes qui font le gros du travail à Montréal et à Québec. Là, on est plus d'une 50aine d'employés. On couvre tous les secteurs et les domaines d'innovation, incluant les innovations sociétales, comme je viens de mentionner. Et il y a
Et il y a sur notre site Web un début de portfolio des innovations qui sont prêtes à transférer. L'idée, c'est qu'on veut pouvoir amener les trésors, les résultats prometteurs de toutes nos équipes de chercheurs au Québec plus vite au marché, plus vite à la société. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui est possible de présenter. Sur le site Web, quelques-unes des innovations, il y en a plusieurs autres qui vont suivre. Vous comprenez qu'on est jeune, on a exactement 2 ans au 1er avril. On espère être l'acteur clé là, pour le maillage là, avec le secteur de la recherche publique. Il y a des entreprises qui seraient prêtes à innover, des PME, ils ne savent pas par où commencer. Des fois, on peut déjà leur proposer des technologies qui sont prêtes à être transférées dans leur entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Et écoutez, comment nous, on voit la version de l'innovation. Il y a les milieux de recherche, évidemment, qui vont créer ces résultats-là, ces nouvelles connaissances-là. Il va y avoir un déploiement pour qu'il y ait une appropriation par les milieux. Ensuite, la boucle, elle recommence. Comment on fait pour améliorer ça puis accélérer ça? C'est toujours en ayant, oui, un concept de market push and pull. Nous, on va pousser les technologies qui sont déjà orphelines, si on peut dire, à qui on va chercher un milieu preneur. Et puis, on va aussi faire du pull. On va aller voir les entreprises, les secteurs économiques, dont le secteur maritime, puis de voir les besoins. Est-ce qu'on est capable de pouvoir combler certains besoins dans cette innovation-là? Alors, ça, je ne vous l'expliquerai pas en détail, je pique votre curiosité vraiment. L'idée, c'est de voir que le terrain de jeu d'Axelis, c'est vraiment une fois qu'on a de la recherche faite avec un résultat prometteur, c'est là que notre terrain de jeu commence pour cette maturation-là vers la commercialisation, vers son déploiement dans la société. Alors, j'espère que ça a piqué votre curiosité. Je vous attends plus tard au 5 à 7.